Bonjour Frédéric Lopez et merci de m'accorder cette belle opportunité et d'avoir accepté de me rencontrer tout simplement. Alors, donc, avec plaisir. Vous avez été révélé au grand public grâce à votre émission Rendez-vous en terre inconnue. Vous y avez inscrit votre empreinte qui est de rencontrer l'autre, toujours avec une petite touche d'émotion. Et depuis, le public répond présent à chacune de vos nouvelles émissions. Alors justement, pour revenir sur la Rendez-vous en terre inconnue, comment vous est venue l'idée de faire cette émission ? Comment est-ce que du jour au lendemain, vous vous êtes dit je vais partir à l'autre bout du monde, accompagné d'une célébrité et rencontrer des peuples qui finalement ont des cultures différentes de la nôtre et des modes de vie différents ? Alors c'était pas du jour au lendemain, ça a pris 20 ans entre le moment où j'en ai eu envie et le moment où ça s'est réalisé. Alors l'idée c'est qu'évidemment d'abord j'ai fait partie de ces gens qui ont voyagé très tard dans ma vie. J'ai pris l'avion la première fois, j'avais 20 ans et puis ensuite j'ai commencé à être un peu addict à ça, aller voir au bout du monde et tout, et à force finalement j'ai eu envie de partager ça et je me rendais compte que je vivais des trucs très forts qu'on voyait pas forcément dans les documentaires. Souvent les documentaires avaient des généralités, on voyait je sais pas, les Himba en Namibie, on entendait une voix off qui disait le Himba se lève à 7h du matin, et je trouvais que c'était une généralité, donc j'avais envie d'un truc subjectif, non pas un documentaire objectif mais subjectif. Moi je peux pas dire que je connais les Himba, par contre je connais très bien Kajambia, Ngavé Coupé et leurs amis. Donc voilà, l'idée c'était de se dire, nous on va rencontrer des gens et on ne sait pas autre chose sur eux que ce qu'ils ont bien voulu nous dire et nous confier et vivre avec nous. Et donc l'idée est venue de là. Je m'étais dit, ce serait chouette qu'on voit les coulisses du documentaire. Où est-ce qu'on dort ? Finalement, on ne voit jamais où dorment les documentaristes. Donc c'était ça, c'était filmer les coulisses d'un documentaire. Dans La Parenthèse Inattendue, qui est une de vos émissions également que vous avez créée et produite, il y a de nouveau cette intention, la volonté d'apprendre à connaître l'autre, mais toujours avec cette petite touche d'émotion. Mais finalement, c'est très proche, c'est le même fil conducteur que Rendez-vous en terre inconnue, mais finalement tout en restant en France. Alors est-ce que selon vous, ça veut dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de partir à l'autre bout du monde pour être touché par le vécu d'une personne ? Oui, vous l'avez compris, vous l'avez résumé. Rendez-vous en terre inconnue nous dit quoi ? Nous dit n'ayons pas peur des autres, et c'est ce qu'on va me demander dans cette conférence. Et voilà, l'autre, l'altérité. Et puis dans la parenthèse, effectivement, ce sont des gens qui ne savent pas avec qui ils vont se retrouver. C'est bizarre de passer 24 heures avec des gens qu'on n'a pas choisis. Donc il faut être sacrément ouvert. Et puis de voir finalement repartir bras dessous un académicien, un écrivain et avec une actrice de Plus belle la vie. Et alors que ce serait méprisé en temps normal, ils repartent main dans la main. Ça me touche beaucoup. Donc c'est vraiment l'émotion qui guide vos émissions. Vous avez besoin de ça ? Oui, puis l'émotion, vous savez, c'est notre cerveau reptilien qui éprouve des émotions. Il y en a 7 universelles, la tristesse, le dégoût, la colère, la joie. J'oublie tout le temps les autres, mais au fond, c'est ça qui nous relie. Donc du coup, ça m'intéresse pas tellement de parler autre chose. Parler de la pluie et du beau temps, c'est pas mon truc en fait. Quand on regarde l'ensemble de toutes vos émissions, je me suis rendu compte que l'autre occupait vraiment une place prépondérante. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de connaître la vie d'autrui, de connaître son parcours ? Moi j'ai grandi avec très peu d'estime de moi, comme on dit. C'est-à-dire, j'avais pas tellement confiance en moi et j'allais chercher ça chez les autres en fait. Et quand les autres m'ont raconté leurs expériences, je vivais un peu par procuration. Quand ils avaient trouvé des solutions, quand ils avaient plus de facilité que moi à accepter le regard de l'autre, alors du coup je m'inspirais des gens. Et puis au fond, j'ai découvert en psychothérapie des années plus tard, à 35 ans, j'ai vu un psy pour la première fois et j'ai compris que je m'intéressais aux autres pour ne pas m'intéresser à moi. Donc depuis, j'ai fait un chemin et c'est un équilibre. Et c'est vrai que les autres me passionnent jusqu'à la fin de ma vie, je pense, qu'à mon dernier souffle. L'être humain est une espèce fascinante qui est capable du meilleur comme du pire. Sur Terre, on a connu Gandhi et Hitler, vous voyez ce dont est capable de faire l'être humain. Donc collectivement, l'être humain peut faire parfois des trucs flippants, mais de manière individuelle, même les gens en colère, ils me fascinent. Ils ont besoin de câlins en fait. Folie passagère, qui est votre nouvelle émission, est passée pour la première fois sur France 2 la semaine passée. En juger par les critiques, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été bien accueillie par le peuple français. J'ai notamment ici relevé un tweet qui m'a quand même assez frappée, qui dit en fait, Folie passagère est en train de refaire La Parenthèse Inattendue sans le col roulé ni l'apéro au saucisson. Comment est-ce que vous réagissez face à ce genre de remarques ? Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de réaction ? Alors déjà, quand on fait de la télévision, c'est très prétentieux. On dit aux gens, arrêtez vos activités et écoutez-nous. Donc on accepte l'idée d'être regardé, donc de s'exposer. Et on m'avait dit il y a quelques années, plus tu monteras en haut du cocotier, plus ton cul sera exposé.
Donc quand on fait des choses très en vue, on devient une cible, c'est comme ça. Alors à partir de là, il faut faire le tri. Alors moi je fais le tri entre le dénigrement et la critique. Le dénigrement ne sert pas à grand chose. La critique par contre c'est génial parce que du coup vous pouvez améliorer ce que vous étiez en train de faire. Donc c'est une première émission, elle va évidemment évoluer, être ajustée. Tout était dans ma tête pendant 3 ans. Et là d'un coup, paf, tout est là et on peut ensemble regarder, voir des choses. Donc je note tout ce que me disent les gens. Là tout à l'heure on m'a beaucoup parlé, j'ai noté plein de choses. Et voilà. Après j'écoute beaucoup moins les critiques professionnelles, les gens qui sont payés pour critiquer. Parce que les pauvres, eux, ils sont obligés. Vous imaginez leur vie, c'est horrible. Ils se lèvent le matin, il faut qu'ils disent du mal. Ils sont payés pour ça, dans plein d'émissions. Et donc s'ils n'ont rien à dire, c'est une catastrophe. Donc je suis content quand ils trouvent quelque chose. Je suis content pour eux. Bon, c'est une blague. Hein. Et puis, quant au tweet, j'avoue que moi, je suis un peu phobique des réseaux sociaux, tout ça. Et puis, j'ai des gens autour de moi, Pierre-Emmanuel Barret, qui est dans l'émission, qui m'a fait un cours spécial tweet, qui m'a expliqué qui étaient les gens qui tweetaient. Donc, c'est un petit concours de bonnes phrases, de bonnes formules. C'est pas très représentatif. Et sachez que l'émission a marché, elle fait une très très belle audience, et que les gens sont déstabilisés, déroutés. Mais c'est ce que j'avais promis. J'avais dit, vous serez surpris. Donc, quand on est surpris, si jamais ils trouvent ça naturel et normal, ça voudrait dire que j'ai pas réussi mon pari. Puisque le pire pour moi aurait été, bah ouais, ça va, c'est du déjà vu. Donc moi je suis très très heureux. Et puis je dis à tout le monde, parce qu'on me dit, mais oui, mais il y a beaucoup de gens, on se rappelle pas de tout le monde. Vous inquiétez pas. Je me rappelle de tous les prénoms et dans pas longtemps vous les retiendrez aussi. Il faut un peu de temps, il faut s'adapter. Justement, vous dites que l'émission a très bien marché niveau audience. En effet, j'ai vu qu'il y avait 1,33 million de téléspectateurs qui avaient suivi votre émission. Est-ce que vous pensez pas, vous avez laissé planer un tel mystère autour de cette émission. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les personnes qui vous suivent depuis toujours et que, comme le mystère était là, elles ont regardé par curiosité? Vous n'avez pas peur que la semaine prochaine, l'audience soit beaucoup moins bonne? Alors vous savez, quand je me lève le matin, j'ai peur de ne pas rentrer chez moi le soir. On ne sait pas ce qui va nous arriver, c'est le principe de la vie. On a peur, dès qu'on fait quelque chose, on a peur. Alors j'ai pas peur en vérité, j'ai pas cette peur, mais c'est une possibilité. Effectivement, je vais le savoir la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et on en prendra note et on verra ce qu'on peut faire, ce qu'on peut changer. Et donc ça, c'est plus tard. Moi, je gère pas ma vie plus tard, je gère ma vie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle a bien marché et je me régale et je suis heureux. En faisant mes recherches, j'ai pas vraiment trouvé de critique belge. J'ai cherché, mais j'ai pas encore trouvé de critique sur Folie Passagère. Et je suis en train de me demander, j'ai l'impression, quand j'en ai parlé autour de moi après la première émission diffusée la semaine passée, j'ai l'impression que la Belgique l'a mieux accueillie. C'est mon impression. Mais vous pensez pas que le peuple belge est peut-être plus réceptif à une émission qui est quand même, on peut le dire, déjantée? Bah, tout à fait. Les Belges ont inventé l'absurde avec les Monty Python. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'ADN de la Belgique, sans faire de généralité. Donc ça m'étonne pas tellement, en fait. Effectivement, d'abord, les Français sont des râleurs, c'est comme ça, par principe. Et donc, en fait, ils étaient les gens qui avaient envie de dire du mal, ils avaient préparé leur stylo. Donc soit ils disaient, ouais, c'est déjà vu, soit ils disaient, ah mais j'ai rien compris. C'était l'un ou l'autre. C'est normal. En fait, notre cerveau humain est plein de contradictions. Et le cerveau humain, à la fois, adore la nouveauté, mais déteste le changement. Donc c'est normal qu'on soit dérouté. C'est joliment dit. Quel est le message que vous désireriez faire passer à des jeunes qui sont aux études en journalisme et qui souhaiteraient se lancer dans les mêmes reportages que vous, style Rendez-vous en terre inconnue? Moi, je dis aux gens qui se lancent dans ce métier, demandez-vous d'abord pourquoi vous avez envie de le faire. C'est quoi votre motivation profonde, intrinsèque? Alors, n'ayez pas honte de vos motivations, hein, elles sont telles qu'elles sont, mais posez-vous la question. Alors, si on prend à l'opposé, il y a ceux qui veulent faire ça pour être célèbres, il y a plein d'autres trucs, sortez un disque, et puis il y a ceux qui veulent faire ça parce qu'ils s'intéressent aux autres. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir envie de transmettre, parce qu'après tout, on peut s'intéresser aux autres sans micro et sans caméra. Mais d'un coup, c'est de se demander, qu'est-ce que je vais chercher chez les autres? Qu'est-ce qui m'intéresse chez les autres? Et être capable de transmettre ça. Et enfin, dans les écoles de journalisme, on nous explique que nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Donc on ne sommes là pour parler que des mauvaises nouvelles. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui vont annoncer des mauvaises nouvelles toute leur vie aux gens? Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui vont chercher les mauvaises nouvelles, qui sont déprimés quand il n'y a pas de mauvaises nouvelles? Parce qu'il y a une phrase dans les rédactions, c'est « Ah là là, il n'y a rien dans l'actu. On a l'impression que tout va bien dans le monde. » Et donc du coup, je dis aux jeunes, demandez-vous ce que vous avez envie de faire. Vous allez vous adresser à des millions de gens que vous ne connaissez pas. Vous voulez faire quoi? Donner de l'espoir ou du désespoir? Vous voulez montrer que les choses qui ne vont pas, ou montrer aussi qu'il y a des choses qui vont montrer aussi qu'il y a des choses qui vont. Donc voilà, je dis souvent, est-ce que le monde qui nous entoure, c'est le monde vu par CNN? Moi je crois que la réponse est non. Allez voir par vous-même, le monde est beaucoup plus sympathique que ce qu'il y a sur CNN, vraiment. Pour conclure cette interview, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez une devise particulière dans votre vie ou une situation qui résume assez bien votre état d'esprit?
Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je connaissais personne à Paris, j'étais jamais allé à Paris, c'est même pas que j'avais pas de piston, je ne connaissais personne. Ça me paraissait insurmontable en fait de réaliser mes rêves. Et puis j'avais qu'une seule phrase, c'était qui ne tente rien n'a rien. J'avais la sensation que je n'avais rien à perdre et tout à gagner. Donc j'ai toujours fait les questions et pas les réponses. Souvent on se dit tiens j'aimerais demander ouais mais il va me dire non, on s'en fout, il va le dire. Donc on pose des questions. Alors depuis je l'ai un peu sophistiqué ma devise parce que c'est Oscar Wilde qui l'a dit mieux que moi. Il faut viser la lune car même en cas d'échec on atterrit toujours dans les étoiles. Et c'est vrai. Merci beaucoup Frédéric Lopez. Merci. Merci à vous.